Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle entrevue de Québec Nouvelle. Donc on a encore une fois Nicolas Gagnon avec nous. En fait, ça devrait être un format régulier, donc on va l'avoir une semaine sur deux et les autres semaines, dans le fond, je vais avoir des invités autres. Mais Nicolas Gagnon va être là régulièrement avec nous pour nous parler. Donc aujourd'hui, il voulait venir nous parler. Il a fait un petit passage dans la ville de Québec pour venir assister à des consultations sur le projet de loi 2 qui vise dans le fond, des gels de tarifs et aussi quelques notions de sobriété énergétique un petit peu mélangées là-dedans. Donc, on va aller voir exactement c'est quoi ce projet de loi 2-là et qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur nos vies à nous. Et ensuite, on va passer aussi, Nicolas Gagnon voulait nous parler là, des dépenses faramineuses qu'on a faites pendant la pandémie. Donc, on a eu trois nouvelles révélations, là, trois scandales en quelque sorte par rapport aux dépenses complètement déraisonnables qui ont été faites pendant la pandémie. Donc, on va aller voir ça avec lui. Donc, Nicolas Gagnon, ça va bien? C'est pas à toi. Oui, très bien, très bien. Toujours heureux de te recevoir. Donc, c'est ça. Comme je disais, tu es passé par Québec, tu es allé à une consultation pour la Fédération canadienne des contribuables. C'est ça exactement. C'est quoi exactement le projet de loi 2? Est-ce que tu peux nous résumer ça vite, vite pour commencer? Ben oui, en fait, le projet de loi 2, là, on peut l'appeler par son nom complet, qui est un petit peu long. Ça s'appelle la loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité. Donc, c'est un gros plan, c'est un gros projet de loi qui a été déposé par le ministre Fitzgibbon, qui vient en fait régler deux problèmes ou qui vient en fait là, surtout répondre à deux enjeux importants. On a la question des tarifs d'électricité qui, depuis le projet de loi 34 qui a été déposé en 2019, indexe les prix ou les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec à l'inflation. Donc, essentiellement, avant, c'était différent. C'était basé sur des mécanismes qui étaient établis par la Régie de l'énergie, qui, à chaque année ou à chaque fois qu'Hydro-Québec en faisait la demande, les tarifs étaient revus à la hausse. Mais depuis 2019, c'était indexé à l'inflation après une année de gel. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en 2020, on a eu un gel des tarifs d'Hydro-Québec pour cette période-là, puis ça a repris en 2021. Et donc, sur le coup, l'indexation au tarif d'électricité à l'inflation, c'était intéressant parce qu'on avait remarqué, dans le temps qu'on avait défendu le projet de loi 34, que les tarifs d'hydro avaient augmenté à un rythme plus élevé que l'inflation en général. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour les contribuables de revenir à un mécanisme de tarif qui fait en sorte que en fait, c'est moins élevé pour nous, mais aussi que Hydro-Québec est obligé de prendre en considération cette hausse-là pour aussi gérer ses ressources de manière plus efficace et efficiente. Parce que sinon, c'était elle-même qui pouvait décider de la hausse des tarifs et donc elle-même définir ses besoins, ce qui ne devrait pas être le cas. C'est les clients qui devraient répondre à cette demande-là. Donc, ceci étant dit, on a vu avec les dernières années que l'inflation a explosé avec la pandémie, avec la manière que la Banque du Canada ou que le gouvernement fédéral a distribué de l'argent à n'importe qui, n'importe comment. Et donc là, l'inflation est à 6,4 ou du moins est à 6,4 en septembre 2022. Et c'est sur cet indice-là que Hydro-Québec va augmenter ses tarifs le 1er avril prochain. Donc là, nous, on voulait s'assurer qu'avec le projet de loi 2, comme ça le mentionne, on parle de plafonnement et d'indexation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une hausse plus élevée que 3. C'est-à-dire, Mhm. parce que 3 c'est le taux supérieur de la fourchette cible de la Banque du Canada pour ce qui Mhm. est de l'inflation. Généralement, là, elle est supposée toujours être entre 1 et 3. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que si jamais l'inflation augmente à un rythme plus élevé que 3 que les tarifs d'Hydro-Québec n'aillent pas plus haut que ça. Ça donne quand Mhm. même des hausses quand même assez intéressantes. On avait calculé les montants. Je veux dire, le montant pour l'instant, avec une hausse à 6,4 pour une maison moyenne, ça représente pas loin de 150 de plus sur leur facture d'électricité cette année. Puis ça, c'est sans oublier toutes les autres hausses de factures auxquelles les contribuables font déjà face. Donc, pour une hausse de 3 c'est beaucoup plus réaliste. On entre plus dans les 75, 80 donc c'est plus facile à absorber. Mhm. Ceci étant dit, il y a quand même un certain combat qu'on doit continuer à mener parce que oui, le projet de loi 2 il est supposé passer avant le 1er avril, mais il y a des groupes qui font pression. Je dirais, puis c'est des groupes qui sont relativement connus, tant des partis politiques que des groupes dans la société civile qui veulent que les tarifs augmentent à un rythme plus élevé. Parce que ça répondrait à un autre enjeu qui est celui de la sobriété énergétique ou de la transition énergétique dans laquelle le Québec s'engage présentement. Oh. Et
Ouais, ça fait partie Donc, de. à un moment où, dans le fond, tout le monde doit se serrer la ceinture, il y en a qui veulent des tarifs encore plus élevés, quoi, pour forcer les gens à être plus sobres énergétiquement, si je comprends bien. Ou... Ben, oui, essentiellement, parce un peu comme pour n'importe quoi, là, on a cette mentalité tant au Québec qu'au Canada, en fait, que si on taxe quelque chose, automatiquement, les gens vont moins en consommer. Ce qui est totalement faux, parce que quand on pense à l'essence, qui est un des biens les plus taxés, surtout au Québec, ben, les gens n'ont jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui. Donc, on faudrait quand même voir à quel point c'est pratique, cette approche-là. Mais au final, oui, il y a des gens qui pensent que augmenter les tarifs, ça va aider à faire face à ces enjeux-là et donc forcer les gens à être plus sobres. Et en fait, durant l'échange que j'ai eu avec les différents parlementaires, j'ai fait la présentation de notre mémoire d'une dizaine de pages où est-ce qu'on parlait de nos recommandations qui étaient essentiellement d'aller de l'avant avec le plafonnement avant le 1er avril pour éviter un choc tarifaire. Donc ça, on pense que ça va être gagné. Par contre, les autres recommandations, on veut que les PME soient inclus. Parce que ça, c'est un gros problème. Elles sont exclues du projet de loi 2. Donc, ça va faire en sorte que les PME vont voir leurs tarifs augmenter de 6,4 pour leur électricité. Puis, il faut le rappeler, les PME manquent de main-d'œuvre, font face à l'inflation comme n'importe qui. Ils ont des hausses de taxes foncières et des hausses de taux d'intérêt. Et là, ils vont voir leur électricité augmenter de 6,4. Fait que bref, ceci étant dit, moi j'ai comme réitéré un point qui avait déjà été défendu par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui parle. Exact, c'est justement ce que je regardais, j'ai vu ça passer, là, que c'était la même préoccupation dans le fond qui ressortait, que les PME étaient exclus de la chose, là, donc oui. Exact. Donc, ça pourrait représenter en fait une charge additionnelle de 250 millions sur leur dos. Puis, ben, veut pas, la logique veut que si tu augmentes les charges d'une entreprise, ben, les entreprises n'auront pas le choix. Soit elle va mettre les clés sous la porte parce qu'elle n'aura plus les moyens de subvenir à ses besoins, ou elle va augmenter les prix des clients. Donc, ça devient une genre de taxe déguisée, en fait, cette hausse de tarifs un petit peu démesurée. Donc, on a demandé au gouvernement de l'inclure, puis Fitzgibbon m'avait questionné là-dessus. Puis il m'a juste posé une question, puis j'ai répondu simplement que les entreprises québécoises sont déjà les plus taxées en Amérique du Nord. Là. Donc, en considérant tout le contexte, comme je viens d'expliquer, ça serait bien de les intégrer puis d'éviter cette pression inflationniste-là de plus. Donc, ça, pour vrai, je pense que ça s'est bien passé avec le gouvernement. Il a entendu notre message. Après ça, le Parti libéral du Québec nous a un peu plus questionné sur notre perspective de ce qu'est la régie de l'énergie. Donc, il faut rappeler que la Régie de l'énergie, comme je disais, dans les 15 dernières années, c'était eux qui fixaient les prix avec Hydro-Québec. Là, c'est un mécanisme qui est fixé à l'inflation avec espérons-le, bientôt une balise. Donc, parce que c'est ça, au bout du compte, c'est vrai que ça fait du sens, bon, d'indexer la chose à l'inflation, mais dans des moments où l'inflation s'emballe, comme dans les derniers temps, c'est sûr que là, ça cause problème au bout du compte, parce qu'en plus, on veut essayer de donner un répit aux consommateurs. Donc ouais, c'est effectivement, c'est sûr que l'indexer au taux actuel de l'inflation fait pas vraiment de sens. Le but, c'est de revenir à une inflation qui fait plus de sens. Donc, ouais, je comprends bien, là. Encore faut-il que l'inflation soit sous contrôle à Ottawa, ce qui n'est malheureusement pas le cas. C'est ça, pour venir au Parti libéral, c'était un peu plus l'approche qu'ils avaient. Puis là, j'ai compris par la suite qu'ils avaient déposé une motion le matin même en espérant avoir une consultation large sur les questions énergétiques au Québec, ce qui est, à mon sens, pas une mauvaise idée tant qu'à moi. Ça a été malheureusement rejeté, puis je pense qu'ils espéraient voir de notre part un certain support dans cette direction-là. Mais finalement, là où j'ai eu peut-être un échange plus côté, c'est Haroun Boisy qui était le député de Québec solidaire présent sur la commission. Et pour vrai, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais, parce que c'est pas lui qui est sur la commission parlementaire là-bas, c'était Alexandra Mendez, si je ne me trompe pas, là, la députée de Québec solidaire de Verdun. Donc, moi, je m'étais préparé un peu en conséquence des personnes qui allaient être présentes, puis un peu m'attendre selon c'est quoi les questions qu'elle allait me poser. Haroun Boisy était comme l'imprévu dans un sens. Et il est venu me poser des questions assez, je dirais, assez directes sur, par exemple, puis, pas direct, mais qui reflétait un peu l'agenda politique, dans le sens que c'est lui qui m'a posé des questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour les propriétaires qui font chauffer leur stationnement, qui déneigent leur stationnement avec l'électricité. Parce que... il y en a beaucoup de ça, ou est-ce qu'il y a des données qui existent sur le sujet? Ou... Ben, sur le coup, honnêtement, j'y repense, c'est peut-être la réaction que j'aurais dû avoir, parce que la réaction initiale, ça a été, ben écoute, on est là pour le projet de loi 2, on est là pour parler de plafonnement de tarifs, pas pour parler d'augmenter les tarifs pour certains. Je suis là pour tous les contribuables, incluant les PME, donc, en tout cas, mais tu as raison. Essentiellement,
je vois pas, j'ai pas compris d'où il sortait, là, mais vraiment, il voulait... J'ai jamais vu ça. Personnellement, j'ai jamais vu ça. C'est quoi? C'est des dalles chauffantes qui font en sorte, avec la neige qu'on a, je pense pas que ça serait très efficace. Mais... En tout cas, Non, c'est je ça. sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Puis, mais en même temps, venant de Québec solidaire, c'est surprenant quand même. On va se le dire, là, avec les grands froids en plus qu'on vit en ce moment. Je veux dire, l'électricité, on va se le dire, là, au Québec, c'est un bien essentiel. Là. On parle pas d'un luxe. Là. C'est quelque chose, on en a besoin, là, dans le fond, pour chauffer nos foyers durant la majeure partie de l'année. Donc, tu sais, je comprends la perspective de la sobriété énergétique, mais il y a quelque chose faut avoir du front tout le tour de la tête pour, dans le fond, essayer de contraindre, dans le fond, d'augmenter les prix pour contraindre les gens à moins consommer d'électricité, alors que, comme je dis, c'est un bien essentiel. C'est quand même assez incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, les gens de Québec solidaire sur le sujet? Ben, c'était essentiellement la position de la sobriété énergétique, parce que si on trouve ça farfelu que ça vienne de la bouche de Fitzgibbon, parce que Fitzgibbon, c'est probablement un des ministres que je ne m'attendais jamais à ce qu'il dise ça de sa vie, parce que je le vois comme un ministre de développement, mais plus qu'un homme d'affaires qui va au-delà des dogmes d'environnementaux. Même la CAQ en général elle avait un peu cette image-là aussi. Elle a changé un petit peu ses perspectives, on dirait, sur le sujet, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir ces personnes-là prôner ce concept-là. Là. C'est ça. Puis en fait, je suis arrivé à la conclusion que finalement, il y avait au moins un point en commun entre la CAQ et Québec solidaire, c'est qu'il y a un genre de consensus alentour de ce qu'est la sobriété énergétique et ce que ça devrait impliquer. Faudrait que les Québécois consomment mieux leur électricité et donc moins, et de manière comme toujours faire des choix plus éco-énergétiques. Mais parce que ces choix-là ne sont pas nécessairement accessibles pour tout le monde. De toute manière, moi, je n'étais pas là, comme je disais, pour le projet de loi 2, on n'allait pas là pour dire aux gens comment consommer leur électricité. On disait, écoute, les gens ont de la difficulté à payer leur électricité en ce moment. Arrêtez de leur dire comment la consommer, puis appliquer un plafonnement ou même un gel des tarifs dans les plus brefs délais, sinon ils ne passeront pas à travers l'année. Surtout si vous laissez la hausse de 6,4 % avoir lieu. Fait que je trouve ça un peu particulier des fois d'avoir certains politiciens, parce que tu sais, Arun Boisy, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des différends avec lui, mais il reste respectable comme politicien. Mais je trouve ça particulier d'avoir ces politiciens-là qui restent fixés sur l'enjeu, un enjeu vraiment qui dépasse largement ce que les Québécois veulent entendre parler en ce moment-là. Si on regarde les derniers sondages qui ont été faits par Abacus, entre autres, là, tout le monde veut parler du coût de la vie, tout le monde veut parler de l'accès au logement ou de l'accès à la propriété. Les gens veulent parler d'une meilleure gouvernance, veulent parler de l'accès au système de santé. Ils ne veulent pas entendre parler de sobriété énergétique en ce moment. Il n'y a personne. Surtout quand il fait moins 30 comme aujourd'hui. Je veux dire, je pense que tout le monde est content C'est pour ça que je dis ça prend du front tout le tour de la tête de dire des choses comme ça à un moment comme ça où que, je veux dire, l'énergie, c'est plus qu'essentiel. Donc, puis tu sais aussi le fait que ils disent, bon, on va encourager les gens à mieux consommer, à faire plus attention. Ben, OK, mais dans la perspective actuelle de simplement hausser les tarifs, ben, il n'y a pas d'incitatif. Les gens qui gèrent bien leur énergie la paieraient plus cher quand même. T'sais. Donc, au bout du compte, il y a pas. C'est très punitif et vraiment, dans un contexte québécois, c'est assez spécial comme perspective. Donc, oui, puis en plus, je veux dire, en tout cas, c'est surtout que j'ai pas l'impression que les partis d'opposition avaient de quoi de mieux à apporter à la commission, à part de vouloir ramener le tout à un ancien système tarifaire. Donc, de vouloir remettre des clés ou de vouloir remettre le contrôle des tarifs d'Hydro-Québec entre les mains de la Régie de l'énergie. Puis, je tiens à rappeler que c'est sous la Régie de l'énergie qu'on a vu des augmentations de tarifs assez importantes, plus importantes que l'inflation, et souvent pour financer des projets comme des éoliennes sur la Côte-Nord. Ou des projets énergétiques qui n'ont pas vraiment donné fruit ou qui n'ont pas donné des bénéfices économiques aux Québécois. Donc, je veux dire, moi je pense qu'il y a une déconnexion souvent en ce qui se passe au Parlement puis ce qui se passe dans la vie des gens. Puis je l'ai vu, je pense, en direct, en personne, mercredi dernier. Donc. Bon, en tout cas, on va suivre ça. C'est quand que ça devrait se résoudre. En fait, c'est quand qu'ils vont voter ce projet de loi-là? Pour l'instant, les consultations sont terminées depuis mercredi dernier. Donc, d'après moi, ils vont passer en travaux parlementaires, en travaux de commission pour revenir sur différentes dispositions de la loi puis certains amendements qu'ils vont apporter. Fait que d'après moi, d'ici la fin du mois, ça va être passé. Du moins, ça va être passé avant
le budget, j'ose croire. Mhm. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que le plus tôt, le plus tôt, le mieux c'est, parce que le 1er avril prochain, en fait, le 1er avril, ça arrive assez rapidement, c'est dans 2 mois, même pas. Donc, il Mhm. faut que le projet de loi passe. On espère que ça va passer d'ici la fin du mois de février. Bon, ben, on va se tenir au courant là-dessus. Absolument. Maintenant, tu voulais nous parler justement de l'explosion des dépenses. Bon, c'est un fait qui est assez connu pendant la pandémie. Hein. Le côté, l'urgence de la chose a fait en sorte que le gouvernement fédéral en particulier a vraiment ouvert les vannes, hein, et a vraiment envoyé de l'argent un petit peu partout. Bon, il y a une perspective que c'est sûr qu'il fallait sauver l'économie, il fallait sauver les gens qui se retrouvaient sans travail, etc. Disons qu'il n'y a pas eu beaucoup de contrôle là-dedans. Et aujourd'hui, on se réveille avec un sacré lendemain de veille à réaliser toutes les dépenses qui ont été faites, puis qu'au bout du compte, il y a une bonne partie qu'on ne pourra pas aller rechercher. En tout cas, c'est ce que tu semblais me dire tantôt, mais peut-être plus aller dans le détail. Tu dis qu'il y a 3 gros scandales qui ont éclaté dans ce sujet-là. Là. Ouais, ben c'est 3 scandales dont malheureusement on entend trop peu parler au Québec parce que c'est plus couvert dans le Canada anglais. Et pourtant, je veux dire, ça reste notre argent, même si on n'est pas dans ce Canada-là en tant que tel, ou du moins que les Mm-hmm. médias n'ont pas tendance à couvrir l'histoire. Notre argent est quand même gaspillé aux 4 coins du pays. Et en fait, parce qu'il faut se rappeler que la plupart des aides financières qui ont été distribuées durant la pandémie, ça a été surtout en 2020, 2021, 2022. C'était supposé être l'année de la réouverture économique. Mm-hmm. Déjà, c'est supposé être le cas pour 2021, mais 2022, la plupart des pays avaient déjà rouvert. Il faut se rappeler que le Canada fait partie des derniers pays à rouvrir. Et on a appris qu'on a dépensé, en fait, pas loin de 6,8 millions de dollars pour un hôtel de quarantaine qui a accueilli 10 personnes en 2022. Oh, Ça, c'est. 10 personnes, 10 6,8 per- milliards. 6,8 millions, pardon. Millions, oui, pardon. Oui. Mais Ouais, quand mais même, ça pour reste 10 quand même. personnes, faites le calcul, ça monte vite. Là. Oh oui, écoutez, là, je veux dire, comme le voyage de la gouverneure générale avec sa délégation, puis des repas à plusieurs milliers de dollars, qui ont coûté comme au-dessus de, je pense, 100 000 en repas, là, ça a coûté 1,3 million de dollars aux contribuables. Là, je parle de 6,8 millions de dollars pour 10 personnes dans un hôtel au Westin Hotel à Calgary, juste à côté de l'aéroport. Parce que c'est là que, en fait, là, les touristes ou les voyageurs étaient mis en quarantaine avant de pouvoir là, retourner à la société civile après un test négatif. Et l'affaire, c'est que ça a été tellement peu utilisé à cause des différentes mesures qui avaient changé au niveau des couvertures vaccinales, au niveau des tests négatifs acceptés, puis des différentes exceptions. Fait que, au final, il y a eu très peu de personnes qui se sont retrouvées dans cet hôtel-là, mais c'est pas ça le pire. C'est qu'au final, c'est pas juste cet hôtel-là, il y en aurait 38 hôtels qui représentent à eux seuls 77 millions de dollars. Et là, on sait que dans un seul, il y en avait 10. Donc, on essaie de faire le calcul rapide. On est quand même pas loin d'un 100 millions de dollars. Bon, on est pas loin d'un 80 millions pour quelques dizaines de personnes à peine qui ont été isolées. Ça, c'est le premier scandale Mais là, qu'on tu a parlais appris. de la gouverneure générale. Est-ce qu'on parle d'officiel là, ou on parle de n'importe quel voyageur qui revenait, là, qui avait à se mettre en quarantaine? Ou... Comment ça Ah fonctionnait oui, exactement? Là? en fait, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment les voyageurs qui étaient, je pense, soit qui étaient non vaccinés, qui devaient se mettre en quarantaine, parce que soit ils venaient de l'étranger, ou ça, en fait, ça a éclairci parce que le problème, c'est qu'on sait qu'il y a 10 personnes qui étaient là, mais on ne connaît pas exactement leur profil pour des raisons confidentielles, bien sûr. Mais c'était généralement à cause soit de leur couverture vaccinale ou de leur, comment dire, peu importe là, leurs Bon, autres qu'il conditions liées fallait à qu'ils la se mettent COVID. en quarantaine, là, qu'ils étaient forcés à la quarantaine. Là, Exactement. Puis dans ce cas-ci, c'est pas qu'ils ont eu un traitement royal à 6,8 millions. C'est plus que les installations elles-mêmes ont coûté 6,8 millions pour être, dans le fond, hôte à 10 personnes. Mais l'affaire, c'est que cette pratique-là a eu lieu en 2022, alors qu'on était déjà en train de rouvrir, en fait, le voyagement pour tous. Là. On sait qu'Arrivecan a été levé à partir du 30 septembre dernier seulement. Donc, il faut comprendre que la plupart des pays sur Terre n'appliquaient plus ces mesures-là, mais nous, on continue à dépenser des millions pour quelques personnes seulement. Et puis, je veux dire, le justificatif du gouvernement, c'est toujours le même. On a sauvé des vies. Donc, tout était justifié. C'est correct d'avoir dépensé autant d'argent. Puis surtout, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est ça. Finalement, c'est 38 hôtels qui est pour 77 millions. Puis on ne sait pas combien de personnes en ont profité. Dans le sens, combien de personnes, c'était qui ont reçu les contrats, ni combien ont été vraiment hébergés, en fait, là, à travers ces services-là.
Donc ça, c'est un très beau gaspillage de fonds publics. Mais il n'y a pas juste ça. En 2021, puis en 2020-2021, le gouvernement fédéral, on se souvient, il a aidé les entreprises avec des subventions salariales pour permettre aux entreprises, aux organisations, aux organismes à continuer à payer leurs employés. En fait, on sait même que les partis politiques comme le PLC, puis même le parti de Jack Meeting, le parti des néo-démocrates, ont tous reçu cette subvention-là également. Et certains refusent même de la rembourser. Mais au final, on sait que le gouvernement a versé 15 milliards en trop à travers les subventions salariales. Ça, c'est sorti récemment dans un rapport qui a été publié dans le National Post. 15 milliards, là, bien spécifié, oui. OK. Exactement. Donc, c'est 15 plus 9 zéros à côté. Je sais, honnêtement, je pourrais même pas chiffrer ça. Je ne sais même pas ce que ça représente 15 milliards. Je ne sais même pas ce que je pourrais faire 15 milliards. Mais bon, c'est n'importe quoi, littéralement, je veux dire. Mais dans ce cas-ci, ça a été versé en trop en salaire à des entreprises, surtout pas des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, parce qu'eux, c'était différent pour avoir accès à ces programmes-là. Donc, c'est essentiellement, il y a des entreprises qui en ont profité massivement. Et on sait que ce n'est pas l'ensemble de ces subventions salariales-là qui ont été versées aux salariés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces subventions-là qui ont été carrément retenues comme une forme de subvention gratuite. Et bien, je dis gratuite parce qu'une subvention, généralement, bon, c'est un don, mais on aurait pu voir ça comme un prêt. Mais ce n'est pas un prêt non plus parce que le gouvernement, il a donné de l'argent en trop, mais il ne veut même pas la récupérer. Ils sont fait demander, en fait, Jean-Yves Duclos s'est fait poser la question, vous allez faire quoi par rapport à tout cet argent-là qui a été versé en trop? Encore une fois, la réponse est la même. On a sauvé des vies. Donc, l'appel à l'émotion, au sentiment, a cours depuis quelques années au Canada. Ça justifie beaucoup de choses, il semblerait. Mais ça n'a pas de sens. Mais je me rappelle aussi qu'il y avait justement ces commentaires-là qui étaient faits, ne serait-ce que dans l'industrie de la restauration. Puis il y a beaucoup de monde qui disait, là, on n'arrête pas de dire que les restaurateurs, ils en arrachent, mais au bout du compte, ils se font donner de l'argent. Donc, c'est ça, je parle juste des restaurateurs, mais de manière générale, c'est vrai qu'il y a quand même eu une aide assez significative aux entreprises. Donc, là, c'est ça, c'est complètement parti en vrai. Et là, tu dis, le gouvernement ne veut pas aller rechercher cet argent-là. Ouais, mais donc, ils ont calculé, dans le fond, ce qu'ils avaient versé en trop. Donc, ils savent ce qu'ils ont calculé. Ils ont calculé ça, mais dans le fond, il n'y a pas de processus administratif pour aller rechercher l'argent, si je comprends bien. Exactement. Ils ne veulent pas s'engager dans cette direction-là. Ils ne sont pas pressés d'aller chercher l'argent. L'affaire, c'est que ce n'est pas toutes les entreprises qui en ont profité en masse. C'est possiblement que certaines n'en ont même pas reçu de l'aide financière ou n'en ont pas reçu assez pour être en mesure de survivre à la pandémie. Il y a quand même eu des pertes d'emplois massives puis des faillites. Oh, oui, non, je ne voulais pas diminuer non plus la situation. Mais oui. Mais non, mais je voulais juste qu'on comprenne que je suis en train de blâmer les entreprises d'en avoir profité. Non, je sais, mais moi-même, je voulais spécifier. Parce qu'essentiellement, c'est ça, au final, c'est le gouvernement qui n'a juste pas fait attention, qui en a donné plus que prévu. Puis je pense qu'on se souviendra toujours des gens qui, au début, avec la PCU, recevaient des montants d'argent qu'ils n'avaient même pas réclamés ou recevaient comme 6 000 $ alors que ça se posait de 2 000. Puis finalement, il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont même pas eu à rembourser ces montants-là supplémentaires, mais il faut imaginer cette situation-là avec des entreprises. Fait que là, le gouvernement, il ne veut pas s'embarquer là-dedans parce qu'il sait très bien que les entreprises vont sûrement faire pression, vont trouver un moyen d'augmenter leur prix en fonction de ça parce qu'ils vont se dire, là, c'est une perte pour nous, on doit payer plus. Donc, ouais, on se retrouve dans cette situation-là où le gouvernement n'est pas capable de retrouver notre argent, carrément. Je tiens quand même à préciser, par contre, que le gouvernement a l'air toujours beaucoup plus rapide à aller chercher l'argent aux particuliers. C'est plus facile de mettre la pression sur un particulier en ce moment. Plein de gens, justement, on le dit, c'est sûr que la PCU qui a été reçue en trop, bon, c'est un problème du gouvernement. Puis tout, il faut quand même se rappeler qu'il y en a beaucoup là-dedans. Tu sais, c'était des employés, tu leur dis, non, tu n'as plus le droit de travailler, tu t'en vas à la maison. Tu sais, c'était quand même des montants qui étaient essentiels à leur vie. Puis là, maintenant, ils se retrouvent quelques mois plus tard avec des milliers en dette à l'assurance chômage parce que l'assurance chômage, à la base, elle avait mal fait son travail. Mais c'est pour ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'un parallèle, il y en a beaucoup, je pense, qui vont être frustrés d'entendre que le gouvernement ne veut pas aller rechercher aux entreprises quand au bout du compte, ils se font harceler par l'assurance emploi pour aller rechercher ce genre de montant-là. Là. Pas pour dire que c'est correct de garder de l'argent que tu as reçu en trop de la PCU, mais c'est pour dire que des fois, c'est toujours plus facile d'aller taper sur le petit bonhomme, puis les entreprises ont plus le gros bout du bâton, ce qui est correct, mais c'est tout le cafouillage. On voit tout le cafouillage là, de cette situation-là, dans le fond. Là.
Absolument. Je pense que tu as mis ça sur le bobo, parce que c'est exactement ça. C'est parce que oui, il ne va pas chercher l'argent dans les poches des entreprises à qui il a versé en trop, mais il y a plein de cas au Canada puis au Québec de personnes qui ont reçu de l'argent de la PCU en trop ou des aides Mhm, financières en trop à travers la pandémie, puis le gouvernement les achale avec ça. Mais mhm, dans le même contexte, pour des montants beaucoup plus élevés, il ne fait rien. C'est totalement inadmissible. Puis je veux dire, on mhm. s'entend que là, on approche de la période de l'impôt. Donc, on va tout être forcé de payer encore plus pour rembourser des dépenses complètement démesurées. Donc, je veux dire, ça fait aucun sens, mais il va falloir qu'on continue à maintenir la pression puis de dénoncer ça le plus que possible. Mhm. Parce que, je veux dire, comme la plupart des cas qu'on a parlé aujourd'hui, c'est des cas qui ont eu lieu dans le Canada anglais. Là. Donc, c'est des cas qui n'ont pas encore été mentionnés dans les médias francophones. Et ça, je pense que c'est le plus gros problème qu'on a au Québec, en fait. C'est que les gâchis financiers du gouvernement fédéral, on a juste les gros chiffres Mhm. comme tels quand on a des couvertures de l'économie, mais on n'a pas de vraiment, comment dire, de recherche en profondeur de qu'est-ce que sont ces montants-là. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a plusieurs entreprises qui en ont profité. Récemment, on parlait de McKinsey, mais il y a plusieurs Mhm. autres PME, pas PME, plusieurs autres firmes qui ont profité, là, même bien plus que McKinsey durant la pandémie sur le dos du gouvernement De fédéral. consultation, Puis, ça? oui, en firme de OK. consultation. En fait, C'est ça, parce que McKinsey, c'est pas le seul. 2021-2022, Mhm. en fait, ben, c'est pas le seul. Pas juste que c'est pas le seul. Le gouvernement fédéral a versé 16 milliards en frais de consultation en 2021-2022 à des Mhm. firmes de consultation privées. Donc, je veux dire, McKinsey, il faut dénoncer dans le sens qu'il y a pas. Est-ce qu'il y a collusion? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Il faut aller au fond des choses. Mais c'est loin. Pour moi, c'est un symptôme. C'est loin d'être le seul. Il faut Mhm. vraiment aller en profondeur. Puis il faut que les médias au Québec s'intéressent à cette question-là parce que ce qui est gaspillé au fédéral est autant notre argent que ce qui est gaspillé au provincial. Mhm. Non, clairement. C'est vrai, puis McKinsey, c'est un petit peu comme la pointe de l'iceberg. Je le sais que dans la situation en France, c'est un peu la même chose. Les gens ont pensé en France, il y avait sorti le chiffre de 900 millions, 900 milliards. Il y a une bonne différence entre les deux. Mais en tout cas, non, c'était 900 millions, je pense. Puis, au Mm. bout du compte, il y a quelqu'un qui devait préciser, non, mais McKinsey, c'est juste quelques millions là-dedans, mais dans le lot, ça, c'est tout ce qu'on a donné aux firmes d'expertise conseil, aux firmes de consultants. Donc, effectivement, là, ça, c'est tout un gros écosystème là, de firmes de consultation, là, de consultants. Puis McKinsey, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y en a plein d'autres. Puis pour revenir à ce que tu dis, effectivement, c'est dommage parce que on comprend l'aspect un peu nationaliste des Québécois. Les Québécois sont plus préoccupés par les affaires du Québec. Mais Mhm. effectivement, ça fait en sorte que, ben, comme tu dis, nous, on envoie notre argent au fédéral, mais souvent, dans le public québécois, il n'y a pas vraiment le même intérêt pour les scandales qui éclatent à Ottawa que ceux qui éclatent à Québec. Donc, des fois, il y a comme un décalage entre, justement, ce sur quoi on devrait se préoccuper, puis dans le fond, le discours au Québec. Donc, effectivement, c'est un petit peu dommage des fois que les Québécois s'intéressent pas plus à ce qui se passe à Ottawa. Là. Donc, c'est sûr. Il y avait, je pense, un troisième scandale qui avait éclaté, je pense. Je sais pas si. Ben, on peut le voir comme un scandale ou on peut le voir juste comme un fait Ouais, divers. en fait, Parce ça. ouais, Ouais. parce qu'au fond, ce qu'on est rendu du gaspillage de fonds publics, je veux dire, je peux en trouver tous les jours. Là. Mais là, on parle de Medicago, en fait, qui a annoncé la fermeture de son projet à Québec. Mais en fait, là, ses installations ne verront pas le jour, tout simplement. Puis ça se trouve être un gâchis qui représente pas loin de 400 millions quand on prend tous les chiffres en considération. Donc Pour, là, Guillaume le Métis-Vierge, il va se passer quoi avec ça? C'est. il ne sera jamais vacciné. Voilà. Non, mais écoute, Non, mais plus sérieusement, je te laisse continuer. mais oui, puis on s'entend là, au-dessus de la question de qu'est-ce qu'on pense des vaccins, est-ce qu'on est pas ou contre, est-ce qu'on préfère ARM messager ou plus naturel ou Mhm. peu importe. Je pense, encore une fois, c'est une question on a garoché de l'argent entre les mains d'une entreprise privée, qui est Mhm. Mitsubishi, qui s'occupait en fait là, de l'ensemble des installations et finalement, ben, ça a été carrément garoché à l'eau. On a appris ce matin que l'organisation se retirait, puis eux autres, ils ont reçu des subventions. Bien sûr, et encore une fois, ces subventions-là sont sorties de manière comme des prêts un peu pardonnables. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu il n'y aura pas de tentative du gouvernement à récupérer les montants investis là-dedans. Et Mhm. initialement, ce qui était projeté pour cette entreprise-là, il faut le rappeler, c'est que Medicago était supposé être une usine à fabrication de vaccins qui allait en distribuer pas loin d'1 milliard par année. Là. Ça, c'était Oh. l'ambition initiale. Et là, on apprend, puis en 2020, il avait reçu déjà des montants pas loin de 175 millions de la part du gouvernement fédéral, puis il y avait un engagement supplémentaire de 56 millions
plus un autre 150 millions qui a été donné par le gouvernement du Québec que fédéral. Fait que ça représente une enveloppe de 400 millions pour des vaccins qui ne verront jamais En le même temps, jour. est-ce que c'était pas justifié de vouloir se lancer là-dedans? On sait que c'est quand même assez lucratif, puis que, je veux dire, ça a l'air parti pour que ça a pas l'air parti pour être terminé, le fait que ce soit lucratif. Donc, est-ce que c'était pas comme un investissement qui faisait du sens pour le gouvernement d'essayer de se lancer dans cette aventure-là, ou? Non, ben, je pense que c'est pas la job du gouvernement de se lancer dans ces initiatives-là, surtout en plus quand on sait que, de prime abord, en fait, une entreprise, si elle a confiance et si c'est vraiment un bon projet, elle va aller chercher elle-même ses investisseurs et ses partenaires. Et dans ce cas-ci, on était quand même dans un contexte où est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une demande assez importante des vaccins au niveau international. Donc, Medicago aurait pu très bien aller chercher de l'argent à n'importe qui. C'est sûr que là, on sait c'est plus les gouvernements qui achètent les vaccins et qui les distribuent. Donc ça, il n'y avait pas le choix, mais Medicago aurait pu être en mesure elle-même d'aller chercher des fonds auprès de financiers privés, puis d'elle-même faire affaire avec le gouvernement fédéral pour la distribution des vaccins par la suite. Puis C'est quand même vrai. Justement, l'attrait pour les vaccins à ce moment-là, effectivement, fait en sorte que c'est pas juste le gouvernement qui aurait été intéressé à investir. Donc, oui. Exactement. Mais j'ai comme l'impression, puis ça, c'est particulier parce qu'au final, c'est une entreprise privée, mais qui a été complètement financée par le public parce qu'elle a été financée d'un pour sa construction. Puis après ça, qui achète les vaccins? C'est le gouvernement en bonne partie du Canada, puis peut-être le gouvernement américain et français et britannique. Mais au final, je veux dire, ça aurait été 100% financé par des gouvernements, par des contribuables, tant ici qu'ailleurs. Et finalement, le projet se retire et les pertes, c'est nous qui allons les éponger. Et les 400 millions sont rendus ailleurs, puis il n'y aura pas de vaccin de produit. Et le problème, c'est que ce n'est pas le premier scandale qu'on a avec les vaccins, parce que juste avant décembre, juste avant le temps des fêtes, la vérificatrice générale du Canada avait relâché des documents qui démontraient qu'on avait perdu pas loin de 2 milliards de dollars juste avec les vaccins qu'on a gaspillés, en fait. Qui ont été carrément achetés, mal préservés ou mal préservés ou carrément achetés et qui ont expiré, en fait, après une certaine période, ou qui ont été mal entreposés. Ou carrément échappés genre, à terre, je sais pas. Mais ça me fait penser aux genre 15 000 ventilateurs qu'on avait achetés, qu'on utilisait comme une trentaine, ou genre 300. Ouais. Je dis des chiffres de même, mais ça avait comme pas d'allure, le stock qu'on a acheté. Tu sais, dans l'urgence des premiers moments de la pandémie, là, tu sais, tout le monde se battait pour des masques sur les tarmacs. Là, c'était les ventilateurs, c'était ci, c'était ça. Fait que oui, il y a vraiment eu une frénésie où on achetait du stock en trop qu'on n'a jamais utilisé au bout du compte. Tu sais. Exactement. Puis comme je discutais ce matin avec Jeff Fillion sur les ondes de Radio Pirate, là, essentiellement, comme je dis, peu importe notre position sur les vaccins, si on va au fond des choses, on va vraiment découvrir un fiasco financier monumental. Puis Medicago, en fait, l'annonce qu'on a vue ce matin était vraiment, tant qu'à moi, juste une des conséquences, une démonstration, en fait, que la stratégie vaccinale à tous les niveaux du gouvernement fédéral était vouée à l'échec parce qu'il n'avait pas pris en considération ne serait-ce que aucun facteur. Puis le problème, c'est que tous les gouvernements, autant au niveau municipal, provincial, je veux dire, même la Ville de Québec avait versé des montants d'argent à Medicago parce qu'ils s'attendaient à ce que ça crée des emplois payants dans la ville. Ben, finalement, il n'y aura pas d'emplois payants de Medicago à Québec. Ouais. Donc, je veux dire, tout le monde s'est engagé dans l'initiative sans questionner, sans faire de la révision de coûts, sans demander des comptes à Mitsubishi ou à ses partenaires. Donc, au final, on a juste perdu de l'argent, carrément. C'est une perte d'argent uniquement. Il n'y a pas eu de gain avec ça. Ouais, ça n'arrête pas. J'ai vu le panier bleu aussi, les chiffres passés. C'est comme passer de 2 millions, je pense, à comme 20 000 utilisateurs sur le site, tout cas du style. Pourquoi je ne suis pas surpris? c'est pas comme si ça n'avait pas été prédit. Ben écoute, c'était super intéressant. Excuse, tu voulais en rajouter quelque chose? Juste tant qu'à parler du panier bleu rapidement, je tiens à rappeler, ça a pris 22 millions de dollars créer cette patente-là, 4,4 millions de l'argent des contribuables. Puis, c'était quoi? Genre, pour la plupart des commerces, c'est une vente sur 500 qui vient du panier bleu. Là. C'est ce qui était dit par certains qui étaient interrogés dans l'article qui est sorti de la presse. Donc, juste à la base, l'audace, l'ambition de vouloir faire un Amazon québécois, c'était surprenant que le monde ne prenne pas ça pour le ridicule que c'était. Ça n'a aucun sens d'avoir pensé même ça possible.
Ouais, Mais des bon. millions, c'est des peanuts pour faire concurrence à Amazon, mais je ne veux pas dire que tout ce que le gouvernement touche est voué à l'échec, Non, mais, non, 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 mais tu mais sais, c'est un à exemple. un moment donné, là. Bon, ben en tout cas, ben, c'était super intéressant. Fait que comme je disais, on va sûrement se revoir comme ça à chaque 2 semaines. Fait que la semaine prochaine, je vais probablement avoir Jérôme Blanchet-Gravel. Je vous reconfirme ça. Donc, on devrait reparler justement un petit peu, encore là, un peu post-pandémie. Pour ceux qui suivent Jérôme Blanchet-Gravel, ils savent qu'il y a des positions un petit peu sulfureuses sur le Québec et il suppose qu'il y a une baisse de vitalité au Québec due à la pandémie avec une espèce de néo-puritanisme. Donc, on va parler un petit peu de ça. Puis ben c'est ça, ben, je vais vous dire au revoir. Et si vous avez apprécié, hein, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous à nos pages. Si vous voulez nous donner un don aussi, toujours possible sur notre site Internet. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Bonne journée, Nicolas. On se revoit dans 2 semaines. Bonne journée, à très bientôt.